L'écran lumineux du téléphone d'Élodie Moreau projetait une lueur blafarde sur son visage strié de larmes, tandis que la cabine de l'avion plongeait dans un silence oppressant. À seulement 17 ans, cette jeune fille d'origine africaine, née dans les quartiers vibrants de Belleville à Paris, se trouvait à bord du vol L d'Azur 142, direction la capitale, pour un entretien décisif à la Sorbonne. Il y a quelques heures à peine, elle était une adolescente pleine d'espoir, son billet de première classe en main, un cadeau de sa mère, Claire Moreau, éminente magistrate au ministère de la Justice, spécialisée dans les droits civiques. Mais à présent, ses doigts tremblants serraient son téléphone, capturant des preuves qui pourraient ébranler une compagnie aérienne tout entière. « J'ai tout enregistré », murmura-t-elle dans l'appareil, sa voix brisée par l'émotion. Sur l'écran, les mots cinglants de l'hôtesse de l'air, Céline Dubois, résonnaient avec une clarté implacable. Les gens comme vous n'ont rien à faire en première classe. Ce que Céline ignorait, c'était que la mère d'Élodie n'était pas une simple passagère, mais une figure influente capable de faire plier des institutions. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante de discrimination à 30 000 pieds d'altitude, une question se pose. Élodie aura-t-elle le courage de transformer cette injustice en un combat pour la justice? Assise dans le siège 2A près du hublot, Élodie, vêtue d'un tailleur bleu marine soigneusement choisi pour son entretien, savourait encore l'excitation du départ. À l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, elle avait partagé sa joie sur les réseaux sociaux, publiant une photo de son billet avec la légende. En route pour la Sorbonne, première classe jusqu'au bout. Les messages d'encouragement de ses amis avaient afflué, des emojis de cœur et des vœux de succès. Première fois en première classe? Avait demandé l'agent d'embarquement avec un sourire chaleureux en scannant son billet. Oui, monsieur, avait répondu Élodie, rayonnante. Vous allez adorer l'expérience. Bon vol pour Paris, lui avait-il lancé. Mais dès qu'elle avait franchi la passerelle d'embarquement, l'atmosphère avait changé. À l'entrée de la cabine, une hôtesse d'une quarantaine d'années, Céline Dubois, l'avait accueillie avec un sourire figé. Ses yeux s'étaient attardés sur Élodie, scrutant son billet avec une méfiance ostentatoire, le tournant et le retournant comme s'il s'agissait d'un faux. « Votre carte d'embarquement, s'il vous plaît », avait-elle dit d'un ton sec, contrastant avec la courtoisie qu'elle réservait à l'homme d'affaires devant Élodie, un quadragénaire en costume gris qu'elle avait salué d'un « Bienvenue à bord, monsieur », enjoué. Élodie, sentant une vague d'inconfort, avait demandé doucement « Y a-t-il un problème ?» Céline avait rendu le billet sans un mot, se contentant d'un « La première classe est à gauche », prononcé avec une froideur qui laissait entendre qu'Élodie s'était peut-être trompée de place. Installée dans son siège spacieux, Élodie avait tenté de chasser cette impression désagréable. Elle avait sorti de son sac à dos un dossier méticuleusement préparé, contenant ses relevés de notes, ses certificats de bénévolat dans une association d'aide aux réfugiés à Paris, et ses notes pour l'entretien à la Sorbonne. Ce rendez-vous représentait l'aboutissement de 3 années de travail acharné, des nuits passées à réviser pour obtenir des mentions très bien, des week-ends consacrés à organiser des collectes pour les sans-abri, et des économies réalisées grâce à un job d'été dans une librairie du Marais pour financer ce voyage. Sa mère, Claire, avait insisté pour qu'elle voyage en première classe. « Tu mérites ce moment, ma chérie », lui avait-elle dit la veille en lui tendant le billet imprimé. « Ton premier entretien universitaire doit être spécial. » Claire, magistrate respectée, avait utilisé ses propres points de fidélité pour offrir ce luxe à sa fille, un geste symbolique pour célébrer son parcours exceptionnel. Mais à peine Élodie avait-elle disposé ses documents sur la tablette qu'elle avait senti le regard perçant de Céline, qui s'approchait pour proposer des boissons avant le décollage. « Un jus d'orange? Un champagne peut-être » avait-elle demandé à la femme assise de l'autre côté de l'allée, une élégante dame aux cheveux argentés. Élodie avait attendu son tour, mais Céline était passée devant elle sans un regard. Lorsqu'elle avait finalement levé la main timidement pour demander un verre d'eau, Céline avait répondu d'un ton pincé « Je repasserai plus tard ». Elle n'était jamais revenue. Alors que l'avion s'apprêtait à décoller, Céline parcourait la cabine, aidant les passagers à ranger leurs sacs et expliquant les avantages de la première classe. Sièges inclinables, repas gastronomiques, services personnalisés.
Lorsqu'elle atteignit le rang d'Élodie, elle s'arrêta brusquement, fixant les documents étalés sur la tablette. « Il faudra ranger tout ça pour le décollage », lança-t-elle d'un ton sec. « Bien sûr », répondit Élodie, rassemblant ses papiers avec soin. Mais alors qu'elle glissait son dossier dans son sac, Céline, tenant une carafe de café, fit un mouvement brusque. Une cascade de liquide brunâtre se répandit sur les documents d'Élodie, trempant ses relevés de notes et ses lettres de recommandation. « Oh, quelle maladresse !» s'exclama Céline, son ton trahissant une fausse contrition. « Ces sièges sont généralement réservés à nos clients habitués, qui savent comment ça fonctionne, » ajouta-t-elle à voix basse, ses mots à peine audibles sous le grondement des moteurs. Élodie, les mains tremblantes, tenta de sauver ses papiers en les tamponnant avec son écharpe. « Laissez-moi vous apporter des serviettes, » dit Céline, revenant avec des serviettes en papier si fines qu'elles se désintégrèrent au contact de l'humidité. À travers la cloison de la cabine, Élodie aperçut un autre membre d'équipage, un jeune homme aux cheveux bouclés, observant la scène. Il murmura quelque chose à Céline, qui haussa les épaules avant de retourner au galet. À mesure que l'avion atteignait son altitude de croisière, l'attitude de Céline devenait de plus en plus hostile. Lorsqu'elle distribua les menus, elle s'arrêta devant Élodie, tenant le dépliant comme si elle hésitait à le lui donner. « Besoin d'aide pour comprendre le menu ?» demanda-t-elle à voix haute, attirant l'attention des passagers voisins. « Je sais que ça peut être déroutant la première fois ici. » Élodie, piquée au vif, redressa les épaules. Elle était major de sa promotion, avait remporté des concours d'éloquence régionaux et parlait 3 langues couramment. « Non, merci, » répondit-elle calmement. « Je sais lire. » Céline pinça les lèvres, son sourire s'effaçant. Elle ne proposa aucune assistance aux autres passagers, pas même à un homme âgé qui plissait les yeux pour déchiffrer les options. Lorsqu'elle revint prendre les commandes, son stylo tapotait nerveusement son carnet, tandis qu'Élodie choisissait son plat. « Excusez-moi, » dit Élodie, sa voix ferme mais polie. « Serait-il possible qu'un autre membre d'équipage serve ma rangée pour le reste du vol ?» Le masque professionnel de Céline glissa l'espace d'un instant, ses yeux se plissant de colère. « Je suis affectée à cette section, » répondit-elle froidement. « Et je vous conseille de ne pas compliquer les choses. C'est un long vol jusqu'à Paris, et il y a bien des façons de rendre le voyage inconfortable. » Un frisson parcourut Élodie, non pas à cause de la menace implicite, mais parce qu'elle comprenait maintenant que cette hostilité n'était pas un malentendu. L'annonce du commandant de bord interrompit le silence tendu. « Mesdames et messieurs, nous attendons quelques turbulences. Veuillez regagner vos sièges et garder vos ceintures attachées. » Céline traversa la cabine, vérifiant les ceintures et sécurisant les objets. Elle croisa le regard de chaque passager, sauf celui d'Élodie. Lorsque le service des repas commença, Céline déposa avec grâce des plateaux fumants devant chaque passager de première classe, sauf Élodie. Après plusieurs minutes d'attente, Élodie pressa le bouton d'appel. Céline apparut, son expression neutre mais son ton tranchant. « Oui, je n'ai pas reçu mon repas, » expliqua Élodie, s'efforçant de rester courtoise. « Désolée, » répondit Céline sans une once de regret. « Nous n'avons plus l'option poulet que vous avez choisie. »« Ce n'est pas grave, je prends n'importe quelle alternative, » proposa Élodie. « Malheureusement, nous sommes à court de repas en première classe. Je peux vous apporter quelque chose d'économie, si vous voulez. » Déconcertée et affamée, Élodie hocha la tête. « Ça ira, merci. » 20 minutes plus tard, Céline n'était toujours pas revenue. À cet instant, une voix douce s'éleva de l'autre côté de l'allée. « Tout va bien, ma chère ?» demanda une femme distinguée d'une 60aine d'années, ses cheveux gris coiffés en un chignon impeccable, son tailleur Chanel exsudant une autorité discrète. « Je vais bien, » répondit Élodie par réflexe, ne voulant pas attirer l'attention. « Je ne crois pas, » insista la femme, son ton à la fois doux et ferme. « Je suis Jacques Lefebvre, juge à la retraite, et j'ai observé le comportement de cette hôtesse envers vous. C'est inacceptable. » Avant qu'Élodie ne puisse répondre, une autre voix se joignit à la conversation. « Je suis d'accord, » dit une jeune femme assise 2 rangs derrière, ses lunettes rondes et son carnet de notes lui donnant l'air d'une intellectuelle. « Sophie Martin, journaliste indépendante, j'ai tout vu, et je prends des notes. »
Surprise par ces soutiens inattendus, Élodie sentit une lueur d'espoir renaître. Discrètement, elle sortit son téléphone et commença à enregistrer, orientant l'appareil pour capturer les interactions sans se faire remarquer. Céline revint dans la cabine avec une annonce tonitruante. Juste un rappel, la première classe est réservée aux passagers munis d'un billet de première classe. Les accompagnateurs doivent retourner à leur siège en économie. Les passagers se regardèrent, perplexes, car personne n'était debout ou hors de sa place. Élodie sentit ses joues s'empourprer, comprenant que l'annonce visait directement à l'humilier. « Excusez-moi », lança Jacques Lefebvre, sa voix portante avec l'autorité d'années passées sur le banc. « Cette annonce est inappropriée et sans fondement. Tout le monde ici a un billet de première classe, y compris cette jeune femme. » Céline serra les mâchoires. « Madame, je suis simplement le protocole de la compagnie. »« Alors votre protocole semble discriminatoire dans son application, » rétorqua Jacques, imperturbable. « Je serai ravi d'en discuter avec votre supérieur, voire avec le service juridique d'Aile d'Azur. » Un murmure d'approbation parcourut la cabine, certains passagers hochant la tête, d'autres détournant le regard, mal à l'aise. 2 heures après le décollage, Élodie avait besoin d'utiliser les toilettes. Elle détacha sa ceinture pendant un moment de vol calme et se dirigea vers les commodités de première classe. Céline surgit de nulle part, lui barrant le passage. « Les toilettes d'économie sont à l'arrière », dit-elle à voix haute. « Je suis en première classe », répondit Élodie, gardant son calme. « C'est la toilette la plus proche. » Céline perdit alors toute retenue. « Connaissez votre place !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la cabine silencieuse. « Les gens comme vous n'ont rien à faire en première classe. » La cabine entière se figea. Élodie, son téléphone dissimulé dans sa main, enregistra chaque mot. Jacques Lefebvre se leva, indigné. « C'est scandaleux. Je suis témoin de cette insulte raciale, et je ne resterai pas silencieux. » Sophie Martin griffonnait furieusement dans son carnet, capturant la scène. Un homme grand, portant un badge de chef de cabine, s'approcha. Son nom, Antoine Roche, était brodé sur son uniforme. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, son ton professionnel mais ses yeux froids fixés sur Élodie. Céline répondit avant qu'Élodie ne puisse parler. Cette passagère est perturbatrice depuis le début, exigeant un traitement spécial et ignorant les instructions. « C'est faux », protesta Élodie. « Elle me cible depuis l'embarquement, refusant de me servir, faisant des commentaires discriminatoires, et maintenant elle m'a insulté publiquement. » Antoine resta impassible. « Mademoiselle, vous devez avoir mal compris. Céline est l'une de nos hôtesses les plus expérimentées. Les protocoles ne permettent pas de me dire que je n'ai pas ma place en première classe à cause de mon apparence, » insista Élodie, luttant pour ne pas craquer. Céline haussa les épaules. « Cette passagère imagine des problèmes raciaux là où il n'y en a pas. » Jacques intervint. « C'est absolument faux. J'ai tout vu, tout comme d'autres passagers. Cette jeune femme est victime d'un traitement discriminatoire continu. » Antoine, visiblement agacé, fit signe à Élodie de le suivre vers le galet pour discuter en privé. Une fois à l'abri des regards, son ton changea. « Vous portez des accusations graves contre une employée respectée. Savez-vous quelles sont les conséquences de fausses allégations? » « Elles ne sont pas fausses, » répondit Élodie, la voix tremblante mais déterminée. « J'ai des enregistrements. » Une lueur d'inquiétude traversa les yeux d'Antoine, vite masquée par une menace à peine voilée. Enregistrer l'équipage sans consentement est contre la politique de la compagnie, et peut-être même illégal. Je vous suggère de supprimer tout ce que vous pensez avoir et de retourner à votre siège sans faire plus de vagues. Alors qu'il parlait, Élodie surprit un échange de regards entre Antoine et Céline, un signe de connivence qui la glaça. Puis, elle entendit Céline murmurer à Antoine. « Comme je te l'ai dit à Noël, ces gens-là causent toujours des problèmes. On n'aurait jamais dû la laisser monter ici. » Élodie tressaillit. Noël, ils se connaissaient personnellement. Céline passa près d'Antoine, ajoutant à voix basse « Ne laisse pas Camille l'apprendre, elle s'inquiéterait pour le mariage. » Tout s'éclaira. Camille, probablement la fiancée d'Antoine, était liée à Céline, peut-être sa sœur ou sa cousine. Élodie ne faisait pas face à une hôtesse isolée, mais à un front uni. Soudain, une voix discrète s'éleva derrière elle.
Enregistrer tout ça était très intelligent, murmura Sophie Martin, qui s'était approchée sans se faire remarquer. Sophie Martin, journaliste. Continuez à documenter, je fais de même. Élodie hocha la tête, regagnant son siège où Jacques l'attendait. Échangez vos coordonnées avec nous, murmura-t-il. Nous sommes témoins. Sous prétexte de partager des recommandations de voyage, ils échangèrent rapidement leurs numéros sous l'œil suspicieux d'Antoine. Alors qu'Élodie s'asseyait, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu s'afficha. « Nous savons où est votre mère en ce moment. Abandonnée, où elle pourrait avoir des ennuis. » Son cœur s'emballa. Comment pouvait-il savoir? Était-ce un bluff? Tremblante, elle envoya un texto à sa mère. Sur le vol Aile d'Azur pour Paris, ciblé racialement par les hôtesses Céline Dubois et Antoine Roche. Ils sont liés. J'ai des enregistrements, mais je viens de recevoir une menace. Que dois-je faire? La réponse de Claire arriva presque instantanément. Reste calme, continue d'enregistrer. J'appelle la direction de la compagnie. À quelle heure arrives-tu à Orly? 15h45, porte C12, répondit Élodie, soulagée par la fermeté de sa mère. Mais un autre événement inattendu se produisit. Le jeune membre d'équipage qu'Élodie avait remarqué plus tôt, un garçon aux cheveux bouclés nommé Mathieu selon son badge, s'approcha pour ramasser un plateau vide. En passant, il glissa discrètement un bout de papier dans la main d'Élodie. « Je suis désolé pour ce qui se passe », était-il écrit. « Je ne peux pas parler, mais je vois tout. Courage !» Élodie rangea le papier dans sa poche, son esprit tourbillonnant. Mathieu était-il un allié potentiel? Ou était-ce un piège? Elle n'avait pas le temps d'y réfléchir. Antoine fit une nouvelle annonce. « Mesdames et messieurs, nous rencontrons un problème avec une passagère. Si le comportement inapproprié persiste, le commandant pourrait être contraint de détourner le vol. Merci de votre patience. » Le message était clair. Élodie était désignée comme une menace. Jacques murmura. « C'est une tactique classique. Ils veulent vous faire passer pour la perturbatrice. Restez calme, ma chère. » À mesure que l'avion entamait sa descente vers Orly, Élodie sentit le poids des regards. Certains passagers, n'ayant pas assisté aux premières interactions, la dévisageaient avec suspicion. D'autres, comme Jacques et Sophie, lui adressaient des hochements de tête rassurants. Son téléphone vibra de nouveau, cette fois avec un email d'Aile d'Azur. « Chère mademoiselle Moreau, en raison de votre comportement perturbateur, votre réservation retour a été annulée conformément à nos conditions de service. » Élodie sentit une boule se former dans sa gorge. Il ne se contentait pas de l'humilier. Il voulait la piéger à Paris, loin de chez elle. Elle envoya un dernier message à sa mère. « Atterrissage imminent. Ils ont annulé mon vol retour et menacent d'appeler les autorités. » La réponse de Claire fut brève. « Je m'en occupe. Continue d'enregistrer. » Lorsque l'avion toucha le sol, Antoine fit une annonce finale. « Veuillez rester assis jusqu'à ce que les autorités règlent la situation. » Par le hublot, Élodie aperçut 2 véhicules de police de l'aéroport stationnés près de la porte, leurs gyrophares bleus clignotant. Jacques posa une main rassurante sur son épaule. « Ils cherchent à vous intimider. Nous ne vous laisserons pas seuls. » Sophie ajouta. « Je serai juste derrière vous. Ne répondez à aucune question sans conseil juridique. » Avec une dignité qu'elle puisait au plus profond d'elle-même, Élodie rassembla ses affaires, son dossier taché de café, son tailleur froissé, et suivit Antoine vers la passerelle. À la sortie, 2 officiers de police l'attendaient, leur visage impassible. « C'est la passagère en question, » déclara Antoine avec un professionnalisme fin. « Elle a été combative et perturbatrice tout au long du vol. » Élodie protesta. « C'est faux. J'ai été discriminé par l'équipage. J'ai des preuves sur mon téléphone. » Antoine l'interrompit. « Elle a admis avoir enregistré l'équipage sans autorisation, ce qui est illégal. » Les officiers se regardèrent. « Mademoiselle, venez avec nous, » dit l'un d'eux. Alors qu'il l'escortait à travers le terminal, Élodie sentit l'humiliation publique l'envahir.
Les voyageurs la dévisageaient et un caméraman de télévision locale filmait la scène. Quelqu'un avait prévenu les médias. À cet instant, elle comprit que son combat ne faisait que commencer. L'obscurité enveloppait le hall de l'hôtel Lutetia lorsque Élodie Moreau et sa mère, Claire, franchirent les portes vitrées, leurs pas résonnant sur le marbre poli. Après l'atterrissage chaotique à Orly, où Élodie avait été escortée par la police de l'aéroport sous les flashs des caméras, la jeune fille de 17 ans se sentait à la fois épuisée et galvanisée. Son téléphone, toujours serré dans sa main, contenait les enregistrements qui avaient transformé un simple vol en première classe en une bataille contre l'injustice. Mais à peine avaient-elles posé leurs valises dans leur suite au dernier étage qu'un frisson d'inquiétude les traversa. La porte de la chambre était entr'ouverte, à peine de quelques millimètres, et un parfum inconnu flottait dans l'air, un mélange de tabac froid et de désodorisant industriel. Claire, magistrate aguerrie du ministère de la Justice, s'immobilisa, son regard scrutant chaque détail. « Quelqu'un est entré ici », murmura-t-elle, inspectant le bureau où ses dossiers juridiques avaient été subtilement déplacés. Élodie sentit son cœur s'accélérer. La menace reçue sur le vol, « Nous savons où est votre mère », prenait soudain une réalité terrifiante. Claire, sans perdre son sang-froid, saisit son téléphone sécurisé et composa un numéro. « Jacques, c'est Claire, nous avons un problème. » Ce soir-là, dans l'intimité feutrée de leur suite, Élodie et sa mère décidèrent qu'il était temps de riposter. Aile d'Azur, la compagnie aérienne qui avait tenté de réduire Élodie au silence, allait découvrir qu'elle ne se battrait pas seule. La suite du Lutetia devint rapidement un quartier général improvisé. Jacques Lefebvre, le juge à la retraite qui avait été témoin de l'incident à bord, arriva le premier, son élégance sobre contrastant avec la gravité de son expression. « Ce n'est pas seulement une hôtesse malveillante », dit-il en posant une pile de documents sur la table. Aile d'Azur a une culture d'entreprise qui tolère, voire encourage ce genre de comportement. Peu après, Sophie Martin, la journaliste indépendante, entra, son ordinateur portable sous le bras, déjà ouvert sur une page de notes. « J'ai commencé à creuser », annonça-t-elle. Il y a des forums en ligne où d'anciens passagers racontent des expériences similaires en première classe, tous des personnes de couleur ou issues de milieux modestes. Aile d'Azur étouffe ses plaintes avec des accords de confidentialité. Claire, habituée à naviguer dans les arcanes des institutions, prit la parole. « Nous devons agir vite. Ils ont déjà annulé le vol retour d'Élodie et tenté de la discréditer à l'aéroport. Ils ne s'arrêteront pas là. » Élodie, assise près de la fenêtre donnant sur le boulevard Raspail, écoutait en silence, son regard fixé sur les lumières de Paris. Elle repensait au bout de papier glissé par Mathieu, le jeune steward. « Je suis désolé. Courage. » Ma po. Était-il un allié ou un pion de la compagnie? Elle n'avait pas encore osé le contacter, mais ce geste lui donnait un mince espoir. Le lendemain matin, la contre-attaque d'Aile d'Azur s'intensifia. Alors qu'Élodie se préparait pour son entretien à la Sorbonne, un courriel de la compagnie arriva sur son téléphone. « Chère mademoiselle Moreau, suite à votre comportement perturbateur à bord du vol 142, vous êtes désormais inscrite sur notre liste de surveillance interne. Toute tentative de voyage avec Aile d'Azur fera l'objet d'une vérification approfondie. » Élodie sentit une vague de panique monter, mais Claire, lisant par-dessus son épaule, posa une main ferme sur son bras. « C'est une intimidation classique. Ils veulent te faire peur. » Quelques heures plus tard, un nouvel incident confirma leurs craintes. En arrivant au centre de sécurité de l'aéroport pour récupérer son sac à dos, retenu pour vérification, Élodie découvrit qu'un paquet de cigarettes électroniques avait été glissé dans une poche latérale, un objet qu'elle n'avait jamais possédé. « Ce n'est pas à moi !» protesta-t-elle face à l'agent de sécurité, un homme à l'air blasé. « On trouve souvent ce genre de choses », répondit-il, notant quelque chose sur son rapport. Jacques, qui l'avait accompagné, intervint avec autorité. « Je suis témoin que ce sac était propre à l'embarquement. Vous avez des caméras de surveillance.
Vérifiez-les. L'agent haussa les épaules, mais promit une enquête. Élodie comprit alors que la compagnie jouait un jeu dangereux, prête à fabriquer des preuves pour la discréditer. De retour à l'hôtel, Claire reçut un appel de son supérieur au ministère. « Claire, j'ai eu un coup de fil du directeur des affaires publiques d'Aile d'Azur, Pierre Beaumont. Ils prétendent que tu utilises ta position pour intimider la compagnie à cause d'un différend personnel impliquant ta fille. » Claire serra les dents. « C'est une manœuvre pour me neutraliser. Ils savent que je dirige l'unité des droits civiques. » Son supérieur soupira. « Je te fais confiance, mais la pression monte. Certains parlementaires posent des questions. Sois prudente. » Cet échange renforça la détermination de Claire. Elle contacta Isabelle Dupont, une avocate renommée spécialisée dans les droits humains, connue pour avoir défendu des victimes de discrimination institutionnelle. Isabelle arriva en fin d'après-midi, ses cheveux roux attachés en un chignon strict, une mallette pleine de jurisprudences à la main. « Si nous voulons les faire plier, il faut des preuves irréfutables et une stratégie médiatique, » déclara-t-elle. Sophie hocha la tête. « Je peux publier un article dès demain, mais il nous faut plus que les enregistrements d'Élodie. » À cet instant, le téléphone d'Élodie vibra. Un message d'un numéro masqué. « Si vous parlez, votre entretien à la Sorbonne pourrait ne jamais avoir lieu. » Elle montra le texte à sa mère, qui blêmit. « Il surveille nos moindres faits et gestes, » murmura Claire. Dans l'après-midi, un coup de théâtre changea la donne. Sophie reçut un courriel anonyme d'un certain Julien, prétendant être un ancien employé d'Aile d'Azur. « J'ai travaillé au service client pendant 5 ans, écrivait-il. J'ai été licencié après avoir signalé des pratiques discriminatoires dans les cabines premium. J'ai des documents internes, des manuels de formation qui parlent de contrôle des profils de passagers. Voulez-vous les voir ?» Sophie organisa une rencontre discrète dans un café du quartier latin, accompagnée d'Isabelle pour garantir la légalité de l'échange. Julien, un homme d'une trentaine d'années au regard nerveux, leur remit une clé USB. Ce sont des copies des directives données aux équipages. Ils appellent ça « préservation de l'image de marque ». En réalité, c'est un code pour cibler certains passagers, surtout ceux qui ne ressemblent pas aux habitués de la première classe. Isabelle examina les documents sur son ordinateur. « C'est explosif, » dit-elle. Ces instructions contredisent directement les déclarations publiques d'Aile d'Azur sur leur politique d'inclusion. Et quant au sous... Pendant ce temps, Élodie se préparait pour son entretien à la Sorbonne, prévu le lendemain matin. Malgré les menaces et la fatigue, elle refusait de laisser Aile d'Azur compromettre son avenir. Claire l'accompagna à une boutique du faubourg Saint-Honoré pour remplacer son tailleur taché de café. En essayant une robe anthracite élégante, Élodie croisa son reflet dans le miroir. « Je ne les laisserai pas gagner, » murmura-t-elle. De retour à l'hôtel, elle reçut un appel inattendu d'une professeure de la Sorbonne, Madame Laurent, membre du comité d'admission. « Mademoiselle Moreau, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé sur votre vol. Je tiens à vous dire que nous jugeons les candidats sur leur mérite, pas sur les rumeurs. Venez demain avec votre confiance habituelle. » Cet encouragement redonna du courage à Élodie, mais une nouvelle épreuve l'attendait. En regagnant leur suite, elle trouva une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, une note manuscrite. « Un accident est vite arrivé. Abandonnez maintenant. » Claire, furieuse, appela immédiatement la sécurité de l'hôtel, mais les caméras du couloir n'avaient rien capté d'anormal. « Ils sont organisés, » dit Isabelle, les sourcils froncés. « Nous devons sécuriser vos communications et déplacer votre base d'opération. » Ce soir-là, un allié inattendu refit surface. Élodie reçut un texto d'un numéro français. « C'est Mathieu, du vol 142. Je ne peux pas parler longtemps. Céline et Antoine sont protégés par Pierre Beaumont, le PDG. Ils m'ont forcé à mentir sur vous dans un rapport interne, mais je ne veux plus participer à ça. Si vous avez besoin d'aide, je peux témoigner. » Élodie montra le message à sa mère et à l'équipe. « C'est risqué, » dit Jacques. « Il pourrait être un appât, mais s'il est sincère, il pourrait être une pièce maîtresse. » Claire décida de prendre contact avec Mathieu via une ligne sécurisée fournie par Isabelle. Lors d'un bref appel,
Mathieu révéla que Pierre Beaumont avait des connexions politiques, notamment avec des membres influents de l'Assemblée nationale. Il se vante de pouvoir étouffer n'importe quel scandale, dit-il, sa voix tremblante. Mais je sais où il garde les rapports d'incidents internes. Si vous pouvez me protéger, je peux vous les obtenir. Isabelle promit d'organiser une protection juridique pour Mathieu, renforçant leur coalition. Le matin de l'entretien, Élodie se leva à l'aube, répétant ses réponses dans la salle de bain de l'hôtel. Claire, Jacques et Sophie l'accompagnèrent jusqu'à la Sorbonne, prenant un taxi banalisé pour éviter d'être suivis. L'entretien se déroula dans un bureau lambrissé, donnant sur la cour d'honneur. Madame Laurent, une femme d'une cinquantaine d'années au regard perçant, posa des questions pointues sur le projet d'Élodie. Une initiative pour créer des bibliothèques communautaires dans les banlieues parisiennes. Élodie répondit avec assurance, s'appuyant sur ses 3 ans d'engagement associatif. Vers la fin, Madame Laurent aborda l'éléphant dans la pièce. « Mademoiselle Moreau, des rumeurs circulent sur un incident lors de votre voyage. Souhaitez-vous en dire plus ?» Élodie prit une profonde inspiration. « J'ai été victime de discrimination raciale à bord d'un vol Aile d'Azur. J'ai documenté l'incident et je me bats pour que justice soit faite. Mais je suis ici pour parler de mon avenir et de ma volonté de contribuer à une société plus équitable. » Madame Laurent hocha la tête, un sourire discret aux lèvres. « Merci pour votre franchise. C'est une réponse digne de la Sorbonne. » En quittant la salle, Élodie sentit un mélange de soulagement et de fierté. Elle avait tenu bon, malgré tout. Mais à peine rejoignit-elle sa mère dans le hall que Sophie accourut, le visage blême. « Les médias sont partout dehors. Quelqu'un a divulgué l'horaire de ton entretien. » Par les fenêtres, Élodie aperçut des camionnettes de télévision et des reporters agglutinés près de l'entrée principale. Claire prit une décision rapide. « Nous ne nous cacherons pas. Élodie, es-tu prête à faire une déclaration brève? Rien sur les détails de l'affaire, juste ton engagement contre l'injustice. » Élodie hocha la tête, puisant dans la force qu'elle avait trouvée à bord de l'avion. Escortée par Claire et Jacques, elle s'avança vers les caméras. Les micros se tendirent vers elle. « Mademoiselle Moreau, est-il vrai que vous menacez de poursuivre Aile d'Azur? Allez-vous utiliser la position de votre mère au ministère? » Élodie redressa les épaules, sa voix claire malgré la cohue. « J'ai été victime de discrimination sur le vol Aile d'Azur 142. J'ai des preuves et je continuerai à défendre l'égalité de traitement pour tous les passagers, quelle que soit leur origine. C'est tout ce que je dirai pour l'instant. Merci. » Les reporters crièrent des questions, mais Claire la guida vers un taxi qui les attendait. De retour à l'hôtel, Claire et l'équipe décidèrent qu'il était temps de passer à l'offensive publique. Sophie avait finalisé un article basé sur les enregistrements d'Élodie et les documents de Julien, prêt à être publié dans un grand quotidien national. Mais Claire voulait maximiser l'impact. « Nous allons diffuser les enregistrements sur les réseaux sociaux ce soir, » déclara-t-elle. « Que tout le monde entende la voix de Céline. » À 20h, Sophie posta un extrait de l'enregistrement sur une plateforme publique, accompagné d'un texte incisif. Voici ce que vit une jeune femme noire en première classe avec Aile d'Azur, partagée pour exiger la justice. En quelques minutes, le post devint viral, accumulant des milliers de partages. Les hashtags « Justice pour Élodie » et « Aile d'Azur raciste » commencèrent à dominer les tendances. Des passagers d'autres vols racontèrent des expériences similaires, et des employés anonymes d'Aile d'Azur publièrent des témoignages sur les pressions internes pour ignorer les plaintes. Mais Aile d'Azur ne resta pas inactif. 1 heure après la diffusion, la compagnie publia un communiqué laconique. Aile d'Azur s'engage à garantir la sécurité et le confort de tous ses passagers. Nous enquêtons sur un incident isolé à bord du vol 142 et réaffirmons notre politique de tolérance zéro envers tout comportement inapproprié. Pierre Beaumont, le PDG, apparut dans une interview télévisée, son sourire crispé. « Ce sont des allégations graves, mais nous sommes convaincus qu'il s'agit d'un malentendu. Notre équipage est formé pour traiter tous les passagers avec respect. »
Sophie ricana devant l'écran. Un malentendu? Ils vont regretter d'avoir sous-estimé Élodie. À minuit, alors que l'équipe planifiait la suite, Élodie reçut un dernier courriel anonyme. Vous venez d'allumer un feu que vous ne pourrez pas éteindre. Elle le montra à sa mère, qui serra sa main. Ils ont peur, ma chérie. Et ils ont raison. À l'aube, Paris s'éveillait sous un ciel gris, mais pour Élodie, une lumière nouvelle brillait. Celle d'un combat qui ne faisait que commencer. Le ciel parisien s'embrasait d'une lueur orangée lorsque Élodie Moreau, âgée de 17 ans, se tenait au centre d'une tempête médiatique qui secouait non seulement Aile d'Azur, mais l'ensemble de l'industrie aéronautique française. Les enregistrements qu'elle avait partagés la veille, capturant les paroles discriminatoires de l'hôtesse Céline Dubois, « Les gens comme vous n'ont rien à faire en première classe », avaient enflammé les réseaux sociaux. Le hashtag #Justice pour Élodie dominait les tendances, relayé par des milliers de voix indignées, des célébrités aux citoyens ordinaires. Dans leur suite sécurisée de l'hôtel Lutetia, Élodie, sa mère Claire Moreau, magistrate au ministère de la Justice, et leur coalition grandissante, composée du juge à la retraite Jacques Lefebvre, de la journaliste Sophie Martin, de l'avocate Isabelle Dupont et de nouveaux alliés, observaient l'onde de choc se propager. Aile d'Azur, acculée par la pression publique, voyait son cours boursier chuter de 30% en une matinée, tandis que des employés de la compagnie, inspirés par le courage d'Élodie, commençaient à briser leur silence. Mais la bataille était loin d'être terminée. Pierre Beaumont, le PDG, préparait une contre-attaque désespérée pour sauver sa compagnie, et Élodie savait que chaque pas vers la justice la mettait, elle et sa mère, en danger. Pourtant, dans cette salle d'audience improvisée qu'était devenue leur suite, une certitude les unissait, ils ne reculeraient pas. La journée débuta par une réunion stratégique. Sophie, les yeux rougis par une nuit passée à analyser les données, annonça une nouvelle explosive. Un groupe d'employés anonymes, qui se fait appeler Aile Libre, a publié un manifeste interne. Ils dénoncent une culture toxique au sein d'Aile d'Azur, où les plaintes pour discrimination sont systématiquement étouffées. Elle fit défiler son écran, révélant des captures de courriels internes où Pierre Beaumont ordonnait de gérer discrètement les incidents impliquant des passagers non conformes au profil premium. Isabelle, l'avocate, prit des notes frénétiques. C'est une preuve de discrimination systémique. Avec les documents de Julien et les enregistrements d'Élodie, nous pouvons porter l'affaire devant les autorités européennes. Claire, dont l'autorité naturelle emplissait la pièce, hocha la tête. Mais nous devons agir vite. Beaumont a des appuis politiques. Il va tenter de nous discréditer avant que nous puissions présenter notre dossier à l'Assemblée nationale. Leur plan prit forme. Une offensive coordonnée combinant la publication d'un article accablant par Sophie dans Le Monde, des témoignages d'anciens employés, et une demande officielle d'audition parlementaire par la députée Aïcha Ben Ali, membre influente du comité des transports. Mais un événement inattendu renforça leur position. Mathieu, le jeune steward qui avait glissé un mot d'encouragement à Élodie sur le vol, envoya un message via une ligne sécurisée. « J'ai accès aux archives numériques des rapports d'incidents. Il y a des dizaines de cas similaires aux vôtres, tous cachés par des accords de confidentialité. Je peux vous les transmettre, mais je dois rester anonyme. » Isabelle organisa une extraction sécurisée des données, engageant un expert en cybersécurité pour protéger l'identité de Mathieu. Les fichiers révélèrent un schéma troublant. Au cours des 5 dernières années, Aile d'Azur avait réglé 42 plaintes pour discrimination, principalement contre des passagers de couleur ou issus de milieux modestes, en imposant des accords de non-divulgation. « C'est une machine à étouffer la vérité », murmura Jacques, secouant la tête. Alors que l'équipe compilait ses preuves, un incident alarmant survint. Claire, en route pour une réunion avec un contact au ministère, remarqua que sa voiture, garée dans un parking souterrain, réagissait étrangement. Le moteur s'emballa sans qu'elle touche l'accélérateur, et les freins semblaient inefficaces. Grâce à son sang-froid, elle parvint à arrêter le véhicule en utilisant le frein à main, évitant de justesse une collision.
Un mécanicien, dépêché par Isabelle, examina la voiture et rendit un verdict glaçant. Les câbles de frein ont été sabotés et un dispositif électronique a été installé pour accélérer à distance. Ce n'était pas un accident. Claire, secouée mais résolue, convoqua l'équipe. Ils ont franchi une ligne. Ce n'est plus seulement de l'intimidation, c'est une tentative criminelle. Élodie, en entendant cela, sentit une peur viscérale l'envahir, mais elle puisa du courage dans la détermination de sa mère. « Ils veulent nous faire taire », dit-elle doucement. « Mais on ne s'arrêtera pas. » À midi, l'offensive médiatique fut lancée. L'article de Sophie, intitulé « Aile d'Azur, une culture de discrimination à 30 000 pieds », parut en première page de Le Monde. Il détaillait l'expérience d'Élodie, étayée par les enregistrements, les documents de Julien et les témoignages de passagers ayant brisé leurs accords de confidentialité. Simultanément, les réseaux sociaux s'enflammèrent avec la diffusion intégrale des enregistrements, partagés par une coalition d'organisations de défense des droits humains. Les images de Céline criant « Connaissez votre place » devinrent virales, accompagnées de récits d'autres voyageurs ayant subi des traitements similaires. Une actrice française de renom, d'origine maghrébine, tweeta « J'ai vécu la même humiliation en première classe. Bravo à Élodie pour son courage. Justice pour Élodie. » En quelques heures, les réservations d'ailes d'Azur chutèrent, les lignes de service clients furent submergées de demandes d'annulation, et des manifestations spontanées éclatèrent devant le siège de la compagnie à Roissy. Aile d'Azur tenta de riposter. Pierre Beaumont organisa une conférence de presse d'urgence, flanquée d'avocats en costumes impeccables. « Ces allégations sont exagérées, déclara-t-il, son ton faussement posé. Les actions de l'hôtesse Céline Dubois étaient isolées et contraires à nos valeurs. Elle et le chef de cabine Antoine Roche ont été suspendus en attendant une enquête interne. » Mais le public n'y crut pas. Lorsque Le Monde diffusa un extrait des manuels internes sur la préservation de l'image premium, Beaumont vacilla visiblement à l'écran, bafouillant une réponse incohérente. Les actionnaires, paniqués par la chute libre du cours boursier, commencèrent à exiger des comptes. Une grève surprise éclata au sein de la compagnie lorsque 600 d'employés, soutenus par le groupe Aile Libre, firent un arrêt de travail pour protester contre la direction. « Nous refusons de travailler pour une entreprise qui tolère le racisme », déclara un communiqué anonyme. Pendant ce temps, Élodie reçut une nouvelle inattendue de la Sorbonne. Madame Laurent, la professeure qui l'avait interrogée, l'appela personnellement. « Mademoiselle Moreau, votre entretien a impressionné le comité. Nous sommes fiers de vous offrir une admission anticipée, assortie d'une bourse complète pour vos mérites académiques et votre résilience face à l'adversité. » Élodie, submergée par l'émotion, remercia en bégayant. Claire, les larmes aux yeux, la serra dans ses bras. « Tu l'as mérité, ma chérie. Ils ont essayé de te briser, mais tu es plus forte qu'eux. » Cette victoire personnelle galvanisa Élodie pour la prochaine étape, témoigner devant l'Assemblée nationale. La députée Aïcha Ben Ali, présidant une audition spéciale sur les pratiques discriminatoires dans l'industrie aéronautique, invita Élodie à s'exprimer. Vêtue d'un tailleur gris anthracite, Élodie entra dans la salle d'audience sous les regards des parlementaires et des caméras. « Mesdames et messieurs, je m'appelle Élodie Moreau », commença-t-elle, sa voix claire malgré la pression. « Sur le vol Aile d'Azur 142, j'ai été victime de discrimination raciale. J'ai été humilié, ignoré et menacé parce que ma présence en première classe dérangeait. J'ai tout enregistré, et quand j'ai refusé de me taire, la compagnie a tenté de me discréditer, d'annuler mon avenir, et même de mettre ma mère en danger. » Elle diffusa les enregistrements, provoquant des murmures choqués parmi les députés. Lorsqu'elle décrivit le sabotage de la voiture de Claire, Aïcha Ben Ali frappa du poing sur la table. « C'est inacceptable, cette compagnie sera tenue responsable. » Les représentants d'Aile d'Azur, convoqués à la barre, s'effondrèrent sous le poids des preuves. Leur avocat principal insista sur le fait que Céline et Antoine avaient agi sans l'approbation de la direction, mais les documents internes produits par Julien contredirent cette affirmation. Un député brandit un manuel de formation, lisant à haute voix.
Les équipages doivent effectuer une vérification renforcée des passagers non typiques en cabine premium. Le représentant d'Aile d'Azur bredouilla, incapable de justifier ce langage codé. À la fin de l'audience, Aïcha Ben Ali annonça une enquête officielle du ministère des Transports et une révision des réglementations européennes sur les droits des passagers. Mais un rebondissement personnel attendait Élodie. En rentrant à l'hôtel, elle reçut un courriel de sa future colocataire à la Sorbonne. « Chère Élodie, je m'appelle Camille Roche. Je suis la fille d'Antoine Roche, le chef de cabine de ton vol. Ce qu'il a fait me bouleverse. J'ai demandé à être ta colocataire car je veux comprendre et apprendre. Si c'est trop difficile pour toi, je comprendrai. Mais sache que j'admire ton courage. » Élodie, troublée, consulta sa mère. « C'est une opportunité, » dit Claire. « Les dialogues difficiles mènent au changement. » Après réflexion, Élodie répondit. « Camille, merci pour ton honnêteté. Ce ne sera pas facile, mais je suis prête à essayer. À bientôt. » Quelques semaines plus tard, Aile d'Azur s'effondra. La compagnie, criblée de dettes après des annulations massives et le retrait de partenaires commerciaux, déposa le bilan. Pierre Beaumont, visé par une enquête criminelle pour le sabotage de la voiture de Claire, disparut de la scène publique, murmurant qu'il négociait un parachute doré. Céline Dubois et Antoine Roche furent licenciés et firent face à des accusations de discrimination. Une nouvelle législation, surnommée la règle Élodie, imposa des formations anti-biais obligatoires et une transparence accrue dans l'industrie aéronautique française. À l'automne, Élodie s'installa dans sa résidence universitaire à la Sorbonne, un sweatshirt aux couleurs de l'université sur les épaules. Avec Camille, elle entama des discussions prudentes mais prometteuses, transformant une relation tendue en un dialogue sur la justice et la responsabilité. Claire, réintégrée au ministère, fut nommée à la tête d'une task force nationale sur l'équité dans les transports. Jacques Lefebvre créa une bourse pour les étudiants défendant les droits humains, tandis que Sophie remporta un prix de journalisme pour sa série d'articles. Mathieu, protégé par un accord d'anonymat, rejoignit une association d'employés de l'aviation pour promouvoir des pratiques éthiques. Alors qu'Élodie marchait dans la cour de la Sorbonne, elle réfléchissait à son parcours. Un vol censé la mener à un entretien avait déclenché une révolution, non seulement pour elle, mais pour des milliers de passagers qui ne seraient plus jamais réduits au silence. Son combat, né d'une humiliation à 30 000 pieds, avait redessiné les contours de la justice, et tandis qu'elle se préparait pour son premier cours de droit, elle savait que ce n'était que le début. L'histoire d'Élodie Moreau, une jeune femme de 17 ans confrontée à une discrimination raciale flagrante à bord d'un vol Aile d'Azur, est bien plus qu'un simple récit d'injustice. C'est une leçon de courage, de résilience et de solidarité qui résonne profondément dans le contexte de la société française contemporaine, où les idéaux de liberté, égalité, fraternité sont parfois mis à rude épreuve. Cette expérience, vécue à 30 000 pieds d'altitude, nous invite à réfléchir à la manière dont nous réagissons face à l'injustice et aux stratégies que nous pouvons adopter pour transformer les épreuves en opportunités de changement. En tant que spectateurs de ce drame, nous sommes poussés à examiner notre propre rôle dans la lutte contre les discriminations, qu'elles soient visibles ou insidieuses, et à tirer des leçons concrètes pour notre vie quotidienne. D'abord, l'histoire d'Élodie met en lumière l'importance du courage individuel face à l'adversité. Lorsqu'elle a été humiliée par l'hôtesse Céline Dubois, Élodie aurait pu choisir le silence, comme beaucoup le font sous la pression sociale ou par peur des représailles. Pourtant, elle a pris la décision audacieuse d'enregistrer les preuves de cette injustice, un acte qui témoigne d'une maturité et d'une force intérieure remarquables pour une adolescente. Ce courage nous enseigne une leçon essentielle. Même dans les moments où nous nous sentons seuls ou vulnérables, prendre position, même discrètement, peut poser les bases d'un changement significatif. Dans la culture française, où l'on valorise l'esprit critique et l'engagement citoyen, l'exemple d'Élodie nous rappelle que chacun, qu'il soit étudiant, employé ou retraité, a le pouvoir de défier l'injustice, à condition de croire en sa propre voie. Ensuite, l'histoire souligne le rôle crucial des alliances dans la lutte contre les discriminations. Élodie n'a pas triomphé seule.
Sa mère Claire, magistrate au ministère de la Justice, le juge à la retraite Jacques Lefebvre, la journaliste Sophie Martin, l'avocate Isabelle Dupont, et même Mathieu, le steward dissident, ont formé une coalition qui a transformé un incident isolé en une affaire nationale. Cette solidarité reflète un trait cher à la culture française, la fraternité. En France, les mouvements sociaux, des grèves aux manifestations, montrent souvent la force de l'union face aux abus de pouvoir. Pour nous, cela signifie que chercher des alliés, amis, collègues ou même inconnus partageant les mêmes valeurs est une stratégie essentielle pour surmonter les obstacles. Que ce soit dans une salle de classe, un bureau ou une communauté, s'entourer de personnes prêtes à défendre la justice amplifie notre impact. Une autre leçon clé est l'importance de la documentation et de la transparence. Les enregistrements d'Élodie, combinés aux documents internes fournis par Julien et Mathieu, ont permis de révéler une discrimination systémique au sein d'Aile d'Azur. Dans un monde où les institutions cherchent souvent à étouffer les vérités inconfortables, avoir des preuves tangibles est crucial. Cette leçon s'applique à notre vie quotidienne, que ce soit pour signaler un comportement inapproprié au travail, une injustice dans un service public, ou même une micro-agression dans un cadre social. Documenter les faits avec précision renforce notre crédibilité et protège notre cause. En France, où le système judiciaire valorise les preuves solides, cette approche est particulièrement pertinente. Enfin, l'histoire d'Élodie nous apprend que le changement systémique exige une combinaison de courage personnel et de stratégie collective. La victoire contre Aile d'Azur n'a pas été le fruit d'une seule action, mais d'une offensive coordonnée. Publications médiatiques, témoignages publics, pression politique et enquête judiciaire. Cette approche méthodique, ancrée dans la persévérance et la planification, reflète une valeur française d'engagement raisonné, où l'émotion et la logique s'entrelacent pour créer du changement. Pour nous, cela signifie que, face à une injustice, il ne suffit pas de s'indigner, il faut organiser, planifier et persévérer, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Dans nos vies, ces leçons peuvent être appliquées à de nombreux contextes. Par exemple, un étudiant confronté à une remarque discriminatoire dans une salle de classe peut s'inspirer d'Élodie pour documenter l'incident et chercher le soutien de camarades ou de professeurs. Un employé témoin de pratiques injustes au travail peut s'appuyer sur des alliés et des preuves pour signaler le problème à une autorité compétente. Et dans nos interactions quotidiennes, nous pouvons tous cultiver une vigilance active, en refusant de fermer les yeux sur les injustices, qu'elles soient grandes ou petites. L'histoire d'Élodie nous rappelle que chaque action compte et que le changement commence par un premier pas courageux. Cette histoire vous a-t-elle touché? Vous a-t-elle inspiré à réfléchir à votre propre rôle face à l'injustice? Si oui, cliquez sur J'aime pour montrer votre soutien à Élodie et à tous ceux qui luttent pour l'égalité. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, ou toute personne qui a besoin d'entendre ce message de résilience et de justice. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la suite de ces récits puissants qui donnent une voix aux sans-voix. Et dans les commentaires, partagez vos propres expériences. Avez-vous déjà été témoin d'une discrimination? Comment avez-vous réagi? Ensemble, faisons entendre nos voix pour un monde plus juste. Merci de nous rejoindre dans ce combat. Chaque geste compte.